Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Classico ce week-end, dimanche soir, donc grand match égale grand invité sur la chaîne YouTube. On a la chance de recevoir Elton Mokolo avec nous aujourd'hui pour discuter de ce Classico à venir en finale de Supercoupe d'Espagne dimanche soir. Comment ça va, Elton? Bonjour Victor, bonjour Guillaume. Très content d'être de retour dans le journal du Real parce que j'étais intervenu la saison dernière, juste avant les huitièmes de finale face au PSG. Et donc là, c'est quand même une sacrée occasion. Il est question de classico finale en plus. Et oui, oui, c'est la première fois en plus que ces deux équipes, depuis l'instauration du Du nouveau Final Four. format du Final Four en 2018-2000 pour la saison 2018-2019 je crois ou 2010 non 2019-2020 qui se rencontrent en finale. Guillaume aussi hein, habitué de la chaîne hein, voilà là c'est bon toi aussi t'es avec nous pour parler de ce match. Comment ça va, Guillaume? Bah écoute, ça va très bien. Et toi, comment ça va, Victor? Bah écoutez voilà, petit week-end, on se repose et puis on est prêt à assumer et à vous permettre de suivre, de être en pleine immersion pour ce beau classico qui s'annonce dimanche soir. Est-ce que vous savez, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un classico justement en finale de Supercoupe d'Espagne? Alors, ça doit remonter à la saison 2012-2013. Non, il y en a un plus récent. 2016-17? Juste après, 2017-2018, on a la double, 2017-2018, ouais, avec Asensio qui avait été extraordinaire. Puisque le Real gagnait la le Liga. banger d'Asensio, le Le Real banger gagnait la d'Asensio Liga l'année là. dernière. Enfin, Voilà, c'est ça. les bangers. Les deux bangers de Marco Ouais, Asensio. au Camp Nou et au Bernabéu, ouais. C'est ça, victoire 3-1 du Real au Camp Nou et 2-0, si je me trompe pas, au C'est ça, ouais. Santiago Bernabéu. Donc c'était justement avec Piqué à la fin de la double confrontation qui dit, je crois, c'est la première fois de ma vie que je sens le Real supérieur Exactement. au FC Barcelone. Et ça m'a même fait dire une des plus grosses bêtises de mon histoire où j'ai dit que Marco Asensio avait un plus gros potentiel que Kylian Mbappé. Voilà, parfait pour introduire. On fait une vidéo avec Fred Hermel, donc. Ouais, non, mais alors, moi, il m'avait marqué Marco Asensio sur cette double confrontation, c'était incroyable. Cristiano Ronaldo aussi qui rentre, qui marque, qui enlève son maillot, qui prend un deuxième carton jaune, je crois, qui prend un rouge. C'est ça. Ouais, je crois que c'était ça. Voilà. Et il est Donc, suspendu 5 matchs derrière. Parce c'est qu'il exactement, il s'est un peu trop approché de l'arbitre. c'était ça. Non, et pour vous dire que voilà, il y a les mémoires, enfin, il y a des souvenirs encore assez frais, justement, de ces confrontations, de ces classicos en Supercoupe d'Espagne. Et on a la chance d'en avoir un dimanche soir. Et donc, justement, je vais vous demander, messieurs, de revenir un peu sur le parcours, parce que voilà, il y a eu l'instauration du Final Four. Le FC Barcelone s'est qualifié au tir au but face au Betis, 2-2 dans le temps réglementaire. Et si je me trompe pas, c'est notre, c'est pas Ter Stegen qui 1-1, sort du 1-1 dans le temps penalty. réglementaire et 1 en prolongation. Non, c'est 2-2. Oui, mais Oui, c'est pardon. Oui, 1-1. c'est ça. Ouais, exactement. Et on a de l'autre côté le Real qui a fait 1-1 face à Valence et qui également s'est qualifié au tir au but. Elton, qu'est-ce que tu as pensé? Quelle leçon tu retiens un peu de ces demi-finales et même, si on va un peu plus loin, des formes récentes de ces deux équipes? Alors pour commencer par l'actu la plus récente, c'était le match du Barça. Alors j'ai trouvé un Barça fidèle à ce qu'il peut montrer d'habitude. En général, c'est une équipe qui en première période a des idées, est capable de prendre le score en sa faveur, mais par contre en deuxième période, il y a ce défaut qui est récurrent et qui peut être rédhibitoire quand l'opposition s'élève. C'est la gestion et défendre le résultat. Et c'est ce qui s'est passé une nouvelle fois face au Real Betis à partir du moment où dès lors que tu es arrivé à la minute 60, tu as commencé à davantage spéculer, les changements n'ont pas forcément aidé, et le Real Betis est revenu de la partie. Ensuite, tu réagis en prolongation, mais derrière, le Real Betis égalise de nouveau. Il faut savoir que depuis le retour de la Coupe du Monde, le Barça a joué 4 matchs. Le Barça s'est fait rejoindre à 6 reprises. C'est quand même trop pour une équipe qui aspire à être compétitive sur tous les tableaux. Et au final, tu t'imposes parce que Ter Stegen a été déterminant et tu as fait le travail sur la séance de tir au but. Et par rapport à l'image montrée par le Barça, c'est l'image qui est conforme à ce qu'on voit d'habitude. En ce qui concerne le Real Madrid, c'est également la même chose. Pour moi, l'histoire du Real, l'histoire que nous raconte le Real d'Ancelotti, c'est cette capacité à être souverain dans les deux surfaces, que ce soit défensivement et offensivement. Et à partir du moment où tu as des pièces qui sont moins bien que la saison dernière, et ben ça joue notamment sur la balance collective où tu subis davantage de transition. Et toujours est-il que moi, j'avais le sentiment personnellement que le Real avait une marge par rapport à Valence. Tu t'imposes au tir au but. Oui, Thibaut Courtois a des arrêts qui sont quand même déterminants. Et moi, j'ai le sentiment que le Real
avait notamment le scénario à sa main. Mais maintenant, le Real, on doit attendre plus. Donc, on a deux équipes qui sont imparfaites, faut quand même le préciser, qui sont imparfaites, qui vont arriver en finale pour remporter ce titre. Guillaume? Ouais, pour parler du Real, le Barça, j'ai vu qu'un long résumé. Pour parler du match du Real, c'est sûr que le Real a, comment dire, que le Real a quand même maîtrisé sa rencontre. Il commence très bien le match, les 25 premières minutes, le Real a vraiment annihilé Valence. Ensuite, Valence a réussi à sortir la tête de l'eau, notamment parce que le Real Madrid avait eu du mal à garder le ballon, comme tu l'as dit, Elton. Le Real a été mieux pressé et surtout le Real a perdu beaucoup de ballons, beaucoup de pertes de balles bêtes. Il y a Vinicius, je crois qu'il perd 29 ballons sur l'entièreté du match. Si je dis pas de bêtises, Énorme. c'était vraiment assez choquant. Sa performance était vraiment horrible et comme tu l'as dit d'ailleurs, quand les cadres de la saison dernière ne performent pas au niveau, le Real est en difficulté. Là, Vinicius a sorti un match qui était vraiment pas de ses standards depuis 1 an et demi. Et donc le Real, ça les a mis en difficulté. Mais par contre, oui, il y avait quand même cette sérénité, je trouve, tout au long de la rencontre, que le Real allait finir par se qualifier finalement, que quoi qu'il se passe, rien ne peut arriver à ce Real Madrid. Valence a su être dangereux, mais en prolongation, ils ont quand même été beaucoup moins aussi. Et puis après la séance de tir au but, ça se joue dans la tête. Et ça, pour le coup, le Real Madrid, on les voyait les joueurs en train de rigoler pendant qu'il y en avait un qui allait tirer. Bon, voilà, c'est une équipe de gagnants, c'est une équipe qui a du mental. D'ailleurs, je pense que c'est un point qui est important avant cette finale. Tu l'as dit, le Barça est une équipe qui potentiellement manque un peu de mental, de résilience dans les moments durs, dans les moments aussi où ils mènent au score, de concentration. Ça, le Real Madrid, c'est quelque chose qui saura appuyer dessus, comme il l'a fait l'an passé déjà en Ligue des Champions, comme il l'a déjà fait cette saison aussi en Liga. Justement, maintenant qu'on a évalué un peu les forces en présence, je voulais un peu élargir le débat et avant de se recentrer sur le terrain, plutôt en fait englober un sujet qui me semble assez important. C'est un classico. Xavi, Carlo Ancelotti se sont exprimés. Ils souhaitent le gagner. C'est un trophée de plus pour remplir l'armoire du Barça ou l'armoire du Real Madrid. Mais c'est quoi vraiment la valeur ajoutée de remporter cette super coupe d'Espagne, que ce soit pour le Real Madrid ou pour le FC Barcelone? C'est pour un peu voilà marquer la progression du FC Barcelone, le fait qu'ils sont de retour vraiment bah déjà dans la course au titre, ça ils sont même leaders de Liga, mais qu'ils sont de retour vraiment au sommet ou aux prétentions de pouvoir retrouver le sommet. Ou est-ce que pour le Real c'est aussi pour marquer la domination? Est-ce qu'il y a vraiment une importance majeure, Elton, de cette rencontre dimanche soir? Côté Barça, la donne a changé très clairement. On n'est plus à l'époque où en 2019, remporter une Liga était vécu comme un lot de consolation. A posteriori, c'est quand même fou de se dire ça. Je pense que le Barça de Xavi doit s'éduquer dans un premier temps dans la compétition et surtout dans la victoire. Arrive cette Super Coupe d'Espagne et par rapport à ça, pour ce groupe-là, qui est quand même jeune, et pour Xavi, il faut avoir un crédit. Et le crédit arrive en remportant des titres parce que ça permet de calmer notamment l'environnement. Et Dieu sait que l'environnement, même si le Barça est quand même leader de Liga, on n'est pas nécessairement satisfait sur le plan du jeu, sur le plan des résultats, parce qu'il y a quand même une élimination précoce au premier tour de Ligue des Champions qui atténue notamment le bilan de la saison 2022-2023. Donc le Barça doit s'éduquer dans la compétition et dans la victoire surtout. Du côté du Real, c'est toujours dans cette idée que le Real, on n'est jamais rassasié. Et donc par rapport à ça, on serait tenté de se dire que si le Real abandonne un titre, ça accréditerait l'idée que le Real, par rapport à ce qu'ils ont vécu la saison dernière, et ben finalement, il y a la théorie du ventre plein. Et je pense qu'il faut récuser cette idée du côté du Real et toujours montrer que on a encore la main déjà sur le plan national avant d'évoquer le plan européen, voire le plan mondial, parce qu'il y a il y a la Coupe du Monde des clubs qui va arriver très rapidement. Donc tu peux joindre l'utile à l'agréable. L'utile, c'est remporter de nouveau un titre. L'agréable, c'est de faire en sorte que le Barça ne remporte pas un titre. Et si le Barça ne remporte pas un titre, ça renverrait notamment, il y aurait de nouveau des doutes, notamment sur cette capacité à prendre un trophée, parce que c'est le trophée qui, de facto, sera le plus accessible, parce que c'est sur 2 matchs. Et alors que du côté du Real Madrid, il faut toujours montrer que on a encore la Liga et qu'on a toujours la main sur le plan national. Oui, le Real, vu qu'ils ont gagné la Super Coupe d'Europe, ils continueraient à, pour l'instant, gagner toutes les compétitions auxquelles ils ont participé cette saison. Il y a aussi ça qu'ils doivent avoir en tête. Je pense que le Mondial des clubs également, ils auront à cœur de le gagner, le Real Madrid, surtout en ayant gagné la Super Coupe, pour continuer à être en lice ou vainqueur dans toutes les compétitions auxquelles ils participent. Et côté Barça, oui, ce groupe a besoin d'un trophée. On le voit, c'est un groupe qui a subi des éliminations en Europa League 2 ans d'affilée. C'est un groupe qui est critiqué sur cet aspect-là, qui finalement n'a jamais gagné de trophée ensemble pour l'instant. Le groupe actuellement avec les jeunes Gavi, Pedri, maintenant Rafinha, maintenant Lewandowski aussi qui sont arrivés cet été, Araujo aussi également. Et donc ce sera clairement un boost pour le Barça s'il la gagne. Je pense que si on devait jauger
je pense, l'équipe qui a quand même le plus besoin, entre guillemets, de remporter cette Super Coupe, je dirais quand même le Barça, parce que je pense que ce sera un vrai boost pour eux de battre le Real en finale, d'un point de vue de l'aspect mental, aussi quand même une petite libération, même si c'est un petit titre, c'est pas un titre, c'est pas une Coupe du Roi, c'est pas une Liga, c'est pas une Ligue des Champions, bien sûr, c'est pas non plus une Ligue Europa, du coup, pour parler du Barça, mais même si c'est un petit titre, je pense qu'il y a quand même une petite libération qui se fera du côté du Barça en le remportant, alors que du côté du Real Madrid, certes, ils vont pas vouloir donner l'image que c'est juste un petit titre de plus, mais je pense qu'il y a quand même une envie peut-être un poil moindre du côté du Real Madrid, même si évidemment le club, enfin les joueurs sont des gagnants, le club a cette culture de vouloir tout rafler, et le club peut encore tout rafler cette saison. Ils sont engagés dans 6 compétitions, si je dis pas de bêtises, et donc il y a techniquement encore un sextuplé qui est en cours pour le Real Madrid, avec la victoire en Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, potentiellement Coupe du Roi, Liga, potentiellement Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs également. Maintenant que vous avez compris vraiment l'importance de cette rencontre, merci Elton et merci Guillaume. Je voulais recentrer un peu plus sur le terrain tout de suite et en vous lançant assez simplement avec avec une question un peu bateau, mais c'est quoi votre facteur X, votre point tactique à suivre pour ce classico? Elton, je te laisse commencer. Pour le coup, il y a plein de points tactiques, mais si je devais me recentrer sur un point essentiel, je pense que ça a défini les derniers classicos, c'est cette fameuse bataille du milieu de terrain. On l'a vu lors de la demi-finale en Supercoupe d'Espagne, le milieu de terrain du Barça était plutôt dans une attitude passive, davantage dans la réaction. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à égaliser, mais j'avais le sentiment que le Real avait toujours la main dans ce secteur. Par contre, sur le 4-0, le milieu du Barça avait été performant et conquérant. Et on l'a vu de nouveau au mois d'octobre, le milieu de terrain du Real avait la main sur le secteur, si bien que le Barça est obligé de gérer davantage des transitions défensives. Et c'est comme ça qu'arrive notamment le premier but du Real. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment qu'avec le milieu de terrain du Barça, qui est encore une fois dans une logique d'évolution, parce que Frenkie de Jong prend de plus en plus de place dans le rôle de Busquets, Gavi et Pedri s'affirment, et ben là, tu as quand même un test face au milieu de terrain du Real. Bon, même si Casemiro est parti, il y a toujours Kroos, il y a toujours Modric et il y a Tchouaméni. Donc par rapport non, Tchouaméni n'est pas là, pardon. Mais par rapport à ça, moi je me dis que le milieu de terrain du Real, bon même si Modric a été préservé au départ face à Valence, ça va être très intéressant de voir qui aura ce fameux rapport de force en sa faveur. Et je pense que ça va beaucoup définir la feuille de route des deux équipes. Clairement, si le Barça, avec son milieu de terrain, est dans une logique de conquête, je pense qu'ils vont se rapprocher de la victoire. Par contre, si le Real est dans une logique de conquête, avance territorialement, je pense que non seulement le Barça va perdre, et surtout ils peuvent prendre une rouste. Ouais, comme tu l'as dit, ça s'est joué les deux derniers classicos qu'on a vus entre les deux équipes. C'est l'équipe qui a remporté la bataille du milieu de terrain qui a gagné le match, tout simplement. Que ce soit dans le 4-0 à l'époque sans Karim Benzema au Bernabéu, ou que ce soit dans le 3-1 en octobre en début de saison. Et pour le coup, je pense qu'il y a quand même l'absence de Tchouaméni qui est un des facteurs importants du côté du Real Madrid, parce que c'est clairement lui qui apporte le liant défensivement. C'est clairement lui qui structure un petit peu ce milieu de terrain, pas au point que le faisait Casemiro avant, mais c'est quand même lui qui apporte cette solidité. On le voit depuis son absence, on l'a vu dans le match contre Villarreal, on l'a vu aussi dans le match contre Valence, que le Real Madrid est un peu plus en difficulté dans ces zones-là, et on sait que Pedri comme Gavi aime bien se balader dans ces zones-là, surtout Pedri, et même Lewandowski potentiellement peut aussi décrocher dans ces zones-là. Ça peut être dangereux pour le Real Madrid, parce que même si là on aura un milieu normalement Modric, Valverde, Kroos, ce sera Kroos le 6, et il apporte pas les mêmes garanties sur certains points que Tchouaméni, même si évidemment il apporte d'autres qualités aussi, bien sûr. Il avait fait notamment un match exceptionnel face au Barça la dernière fois pour le coup. Moi de mon côté, j'ai un joueur au-delà d'une zone du terrain, d'un aspect tactique, j'ai un joueur que je vais regarder de près, c'est Vinicius Junior, parce qu'il m'a exaspéré contre Valence. Je l'ai trouvé vraiment absolument exécrable en termes de pas en termes d'attitude, mais en termes de, il a raté tout ce qu'il a tenté, pardon, et il n'était vraiment pas il était un peu pas dans le rythme, en fait, finalement. Il était vraiment, il joue un petit peu à contre-temps, alors que Karim Benzema a sorti un match vraiment bon pour le coup, lui, sur le front de l'attaque. Il était vraiment très disponible, très intelligent dans ses déplacements, il s'est créé beaucoup d'occasions. Karim Benzema, Vinicius, c'était vraiment tout l'inverse. Et donc, je l'attends au tournant. On sait que c'est un homme de grand rendez-vous, c'est un homme qui se veut être de grand rendez-vous et qui en est capable, il l'a déjà montré. Et il a marqué tout simplement les finales de Ligue des Champions, il a marqué dans 2 classicos différents. Et j'ai hâte de voir sa prestation. Je pense que si lui est virevoltant sur son côté gauche, ça peut être vraiment difficile pour le Barça, parce que ça peut être très déséquilibrant. Le Real, on l'a vu, le Real est plus dangereux presque du côté droit que du côté gauche contre Valence, qui est très rare. Et là, il faudrait que les choses se rééquilibrent et que Vinicius Junior sorte un grand match. Je pense que ça pourrait clairement mener le Real Madrid à la victoire. Pour revenir sur Vinicius, la réalité de ce joueur a changé de manière claire, parce que l'année dernière, je pense qu'il bénéficie encore d'un certain
allez, je mets ça entre guillemets, d'un certain anonymat. Mais aujourd'hui, c'est un joueur de classe mondiale. Et donc, par rapport à ça, les adversaires se sont adaptés avec des prises à 2, à 3, n'hésitant pas à aller jusqu'à la limite pour Avec faire des sacrés tacles, ouais. Aussi. Ouais. Et donc, par rapport à ça, Vinicius, il doit s'accommoder à sa nouvelle réalité, celle de joueur de classe mondiale. Et moi, ça va être très intéressant de voir comment le Barça va s'adapter parce que on l'a vu lors du documentaire qui est sorti concernant le Barça que Xavi, il avait un plan spécifique pour Vinicius. Et moi, je pense que on va revoir Araujo au poste de latéral droit ou Jules Koundé. Clairement dans l'idée de atténuer la formule, enfin le danger Vinicius. Parce que pour moi, si Vinicius, il est toujours dans ce rapport de force où il est dominant, ça peut être compliqué pour le Barça. On l'avait vu sur le match aller en octobre dernier. Mais justement, c'est une transition toute faite. Parler des ailes un peu de ces deux équipes. On sait que les latéraux, que ce soit du côté du FC Barcelone ou du côté du Real Madrid, sont des points faibles. Je mets aussi entre guillemets parce que c'est vrai que Jules Koundé, c'est pas son poste naturel. Baldé donne certaines satisfactions à gauche pour le FC Barcelone, mais a quand même des lacunes défensives. Ça reste un jeune joueur avec une grosse marge de progression. Et du côté du Real Madrid, c'est une réalité, c'est factuel. Que ça soit Dani Carvajal ou Ferland Mendy ou Lucas Vazquez, si c'est ce dernier qui est titulaire, il y a des réelles lacunes. Là où en plus le Barça de Xavi appuie énormément sur les ailes. C'est-à-dire que Ousmane Dembélé va avoir un rôle prépondérant durant cette rencontre. Il va falloir qu'il réussisse à créer des différences, à être décisif dans les 30 derniers mètres, vraiment une zone où il pêche. Et malheureusement, ça va faire 5 ans qu'on se répète à dire il faut qu'il arrive à passer ce cap parce que sinon ça ne deviendra jamais un joueur de classe mondiale et simplement un joueur de différence, mais comme on peut en avoir dans n'importe quelle équipe, même en district. Donc il faut qu'il arrive à réussir à avoir cette plus-value, apporter cette plus-value et être décisif dans les zones dangereuses. Et le Real aussi, donc, a ses forces sur les ailes. Rodrigo est en forme, mais ne retrouve pas non plus ses sensations du début de saison. Vinicius, comme vous l'avez très bien précisé, va avoir, comme à son habitude, un rôle décisif. Il va devoir percuter, provoquer, aller chercher le contact, aller chercher la zone sensible et faire mal à son adversaire. Moi, je vais être très attentif à la performance des latéraux chez les deux équipes, mais donc, bien entendu, aussi à la performance des ailiers qui sont majeurs, qui ont un rôle majeur, que ça soit du côté de Carlo Ancelotti ou de Xavi. Messieurs, merci d'avoir fait un peu le tour au niveau tactique de cette rencontre. Pour finir, un thème un peu plus léger. Vous le savez, on aime tous un peu faire ça. Un petit pronostic là pour cette finale. Elton, est-ce que tu as vu la lumière? Qu'est-ce que tu perçois? Ouais, je pense que ça ira en prolongation, il y aura match nul. Il y aura match nul parce que je l'ai dit en préambule, les deux équipes sont imparfaites. Après, il y a une part de logique parce que on entame la deuxième partie de saison. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs il y a eu la Coupe du Monde. La Coupe du Monde des clubs, ça sera un peu plus tard pour le Real Madrid. Il y a eu la Coupe du Monde tout court qui a influé notamment sur le rendement des joueurs. Donc, par rapport à ça, on voit des équipes qui sont en train de chercher leur pic de forme. Mais leur pic de forme, déjà pour le Real Madrid, je pense que ça arrivera un peu plus tard parce que l'objectif, c'est d'arriver prêt pour la Ligue des Champions. Pour le Barça, ça va être davantage la Ligue Europa. Donc moi, je pense que on peut avoir un match similaire à ce qu'on avait eu la saison dernière parce que la Supercoupe d'Espagne te permet ça, d'avoir un scénario de jeu ouvert où les deux équipes ne sont pas forcément les plus structurées. Donc moi, par rapport à ça, je m'attends à ce que ça aille en prolongation. Avec des buts alors? Avec des buts. Avec des buts parce que on l'a dit à partir du moment où les défenses, et je mets les deux défenses ne sont pas non plus les plus imperméables possibles, je pense qu'on peut avoir un scénario où il peut y avoir des buts. Ok. Et qui gagne à la fin? Parce que tu t'es pas trop mouillé. Donc, Bon, on ira quand même sur le Real Madrid en prolongation parce que moi je me dis que en fait c'est toujours cette histoire que nous raconte le Real des surfaces et à ce jeu-là, je pense que le Real reste au-dessus de ces Barcelone aussi bien avec Thibaut Courtois que Karim Benzema, Vinicius. Très bien, Guillaume. Moi, je vais donner des chiffres. Je vois aussi des prolongations. Je vois un partout en prolongation et je vois une victoire 3-1 du Real qui déroule en prolongation ensuite, qui arrive en tout cas à trouver la clé, on va dire, en prolongation. Ce qui serait quand même embêtant d'ailleurs pour les deux équipes de jouer 2 prolongations en 3 jours, juste au retour de la Coupe du Monde en milieu de saison comme ça, mais ça, en Arabie Saoudite en plus, mais ça c'est une autre histoire par rapport à la Supercoupe. Je trouve que c'est un petit peu embêtant pas nécessairement d'aller jouer là-bas, mais surtout embêtant de mettre des matchs avec des prolongations comme ça en plein milieu du mois de janvier.
Mais en tout cas, je vois une prolongation, encore une, du coup, puisqu'on en a eu que ça dans cette Super Coupe sur les 3 matchs, s'il y en a une en finale, et une victoire du Real Madrid 3-1. Je pense que Rodrigo va marquer un but. Voilà, ça fait quelques temps qu'il n'a pas marqué avec le Real. Je pense que Rodrigo va marquer un but. Allez, moi je vais partir sur, je pense que le match va durer 90 minutes et une victoire du Real Madrid 4-2. Gros spectacle. Soit en fait on va se prendre une petite purge et ça va finir 1-0, soit sinon un petit 4-2 avec, je pense, le fameux double chrono. Le fameux double chrono, la spécialité, avec je l'espère, une immense performance de Luka Modric, parce que lui aussi, depuis son retour de la Coupe du Monde, bien sûr, il a quand même été jusqu'en demi-finale, il faut le temps qu'il retrouve ses esprits et aussi sa forme physique, il est plus tout jeune, mais j'attends une grosse performance de Luka Modric qui donne la leçon au milieu de terrain du FC Barcelone. Voilà, merci messieurs, merci Elton d'avoir été avec nous aujourd'hui. Victor. Merci. Voilà, c'était vraiment un plaisir. Bonne année dans tous tes projets avec Winamax, le Club des 5, Eurosport qui reprend très bientôt. En espérant que tu vas avoir une excellente année 2023. Je vous souhaite la même chose pour le journal du Real, en espérant que l'actualité du club soit riche. Bon, même si on aimerait bien qu'elle soit un peu moins riche en ce moment. Oui, on va quand même essayer de se goinfrer. On va pas se mentir, on va essayer de se régaler quand même. Merci Lyon. On sera en space au passage. On sera en space après le match, dès le coup de sifflet final. On sera en space sur Twitter pour ceux qui regardent cette vidéo et qui veulent nous écouter débriefer la rencontre également. Et merci à toi Victor d'avoir animé cette vidéo. C'était un plaisir de vous écouter. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Journal du Real, sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous. Mettez en commentaire également le facteur X ou le point tactique qui vous intéresse pour ce match, et pourquoi pas aussi un pronostic si vous vous sentez devin. Et puis on se retrouve très vite pour continuer à vous partager l'actualité riche du Real Madrid. Ciao. Salut.